Cinérama. Cinérama spécial Cannes numéro 7, alors un programme très chargé, vous qui avez la gentillesse de nous regarder, avec un film japonais qui s'appelle Asako de Ryusuke Hamaguchi, le retour de Spike Lee, assez réussi, on va en parler, Black Clansman, et puis l'événement du jour sur lequel on va s'étendre, je ne sais pas si c'est gentiment ou méchamment, c'est aussi un retour, celui de Lars von Trier, pour un film sur un serial killer qui s'appelle The House That Jack Built. L'interview du jour sera un couple, celui des Chatouilles, on va vous en parler dans quelques instants. Et ben voilà, Guillemette et Samuel Douer sont là. Bonjour à tous les deux. Et bien nous commençons par le film japonais qui est très mignon, joli, avec de très beaux acteurs, n'est-ce pas? Le couple est magnifique. Ah, ils sont beaux comme tout. Et on va en juger tout de suite en voyant un extrait du film. Alors, toi Samuel, tu connais plus ce réalisateur que nous. Oui, j'ai vu un film. Oui, il y a un film, mais en 5 épisodes en quelque sorte. Oui, parce qu'en fait, c'est mine de rien, il a à peine 40 ans, et c'est son 10e film déjà, mais il y en a un seul qui a été distribué en France, et qui est d'ailleurs en salle en ce moment, qui s'appelle Senseuse, et c'est un film de 5h17. Alors ils ont été gentils, ils l'ont découpé en 3 parties pour le voir, mais c'est formidable, hein, vraiment, il faut y aller. Et alors ce film-là, c'est presque son film grand public à côté, hein, parce que c'est une histoire d'amour entre... voilà, pour faire court, c'est un peu sueur froide. Non, enfin, c'est pas tout à fait sueur froide Hitchcock. En moins tragique, mais disons que c'est une femme qui tombe. Suspense aussi. Il y a moins de suspense, c'est peut-être un peu moins de suspense. Une femme tombe amoureuse d'un jeune homme qui un jour disparaît. Voilà. Et 2 ans après, elle le retrouve, sauf que c'est pas lui, c'est son sosie. Et elle l'aime quand même, mais elle est toujours amoureuse du premier, évidemment. Guillemette, alors qu'est-ce que tu as pensé? Tu as dit au début que c'était mignon, voilà, c'est mignon. J'ai trouvé c'est un peu plus que ça, parce que la mise en scène... c'est très gracieux. C'est vrai que c'est très gracieux. Et la mise en scène est assez inventive, légère, elle se prend pas au sérieux, mais en même temps, elle est grave, assez élégante, voilà. C'est assez mélancolique. On peut penser que ce serait Sueur froide, mais tourné par Romer, hein, quelque chose dans ce goût-là en fait. C'est vrai qu'il y a de très jolis moments, les dialogues sont très joliment écrits, et il y a cette amertume déjà, cette douceur amère dont les Japonais sont quand même assez spécialistes, qui dit déjà que l'amour, ça a beau faire rêver, qu'on a beau croire qu'on peut aimer un homme, un autre, et d'ailleurs le même d'ailleurs en 2 personnes, que à un moment finalement l'amour n'est pas si gai que ça non plus. Donc ça serre un peu le cœur, mais c'est quand même un peu longuet. Voilà. Ça manque un peu d'intensité. Je pense que le grand problème, c'est la durée. Oui. Encore une fois, on a souvent dit que les films étaient longs. Il n'y a pas de producteur, semble-t-il, suffisamment audacieux et courageux pour leur dire « Coco, c'est très bien, mais tu m'en coupes 20 minutes parce que ça serait encore mieux. » Le film fait 2 heures. Oui, quoi qu'il a fait mieux parce que le précédent, c'était 5h10 quand même. C'est vrai, c'est vrai, il est en progrès, si je veux dire. C'est un reader digest, voilà. Ça. Oui, voilà. Lui-même, le cinéaste a dit qu'il était quand même très très surpris de sa sélection à Cannes, parce que pour lui, c'est son film le plus grand public qu'il ait réalisé, et qu'il ne pensait pas que le film pouvait aller à Cannes. Quoi. Mais Cannes est aussi un festival de grand public. Et c'est très bien, le film est vraiment charmant.
Et charmant, il y a quand même vraiment effectivement de très jolies mises en scène, notamment dans les cadrages. Il y avait déjà ça dans Sense8 et il fait des cadres dans le cadre, c'est assez joli. Enfin, et la première rencontre entre les deux amants qui va se répéter après. Non, il y a plein de détails. Oui. Il y a de très jolies idées romantiques. Un peu long. 2 heures, ça aurait duré 1h35, ça aurait été... Un peu trop chronique. Parfait. Alors nous allons passer à l'interview du jour. Alors là, c'est un film qui s'appelle Les Chatouilles, qui a fait un triomphe hier à sa présentation. C'est sur un sujet très très grave, puisque c'est les abus sexuels sur enfants, mais c'est une comédie qui a d'abord triomphé au théâtre, et donc qui a donné ce film, réalisé par Andrea Bescon et Éric Métayer, et je vous propose de les écouter parler de ce film. C'est incroyable ce Gilbert. T'oublies pas, c'est Gilbert qui vient te chercher. Gilbert! Merci d'avoir amené mon petit Momo, je t'en prie. C'est Gilbert, ils partent à la montagne, ils proposent d'emmener Odette. On va demander à Odette. Bah non, c'est nous ses parents, c'est à nous de décider pour elle. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne. Hein. Oui, évidemment, comment on raconte les violences sexuelles sur un enfant au cinéma, c'est forcément compliqué. Et surtout après l'avoir fait au théâtre, où j'étais toute seule pour interpréter tous les personnages et Éric Métayer mettait en scène. Non, on a tout remis à plat, en se disant que c'était un autre outil artistique, qu'il fallait qu'on garde l'essence de l'onirisme, de la poésie, de l'humour aussi dans cette tragédie, et qu'il fallait absolument trouver le moyen de retranscrire ça à l'écran. Quand on a commencé à écrire, on était vraiment dans un rapport de recherche de personnages, dans une recherche d'histoire. On n'était plus dans le rapport de... On va essayer de raconter l'histoire, enfin de rester dans les rails de l'histoire d'une personne. C'était vraiment inventons des personnages qui raconteront une histoire beaucoup plus universelle sur ce sujet-là et sur un vécu. Évidemment, on prenait la base d'un vrai vécu, mais on s'est ouvert beaucoup plus de portes. Vos parents n'ont jamais eu de doute. Ah non, on se méfie pas de ses proches, docteur, on leur fait confiance. Moi, je parle pas beaucoup, vous savez. Je danse. Comment tu t'appelles, toi? Odette. T'as pas respecté ta mère, toi, merde. Et écrire le film et interpréter ce rôle d'Odette, ça a été d'abord un moyen. Je me suis totalement distanciée. Et aussi avec Éric, parce qu'autant le spectacle, je l'avais écrit toute seule et Éric l'avait mis en scène, tandis que là, on a tout fait ensemble. De l'écriture à la réalisation, à la direction des acteurs, on a tout fait ensemble. Donc c'était aussi, lui m'apportait son regard sur son interprétation de mes souvenirs et de ma manière de lui expliquer tous ses souvenirs. Donc forcément, on se distancie. On est tous les deux vraiment plus dans l'ordre de une route, enfin, je donne cet exemple-là, mais on est une route goudronnée avec une petite plante qui arrive à traverser ce foutu goudron qui arrive quand même à vivre là-dedans. Tout le monde, je pense, a ses souffrances. D'ailleurs, c'est ce qui fait un peu l'universalité sur la fin du film, c'est que c'est universel. On n'est pas en train de parler d'une résilience liée à cette chose-là, à la pédophilie. C'est une résilience sur son propre parcours. J'avais mes souffrances, elle avait les siennes, tous les gens qui nous entourent ont des souffrances. On s'est retrouvés là-dessus. Et on voulait aborder aussi toute cette histoire sur l'angle de la vie et de la reconstruction, de la réparation, et que ça reste solaire et plein d'espoir, et que voilà, notre message c'était surtout de justement libérer la parole, d'aller de l'avant et de pouvoir vivre après tout ça, même si parfois on ne peut pas, il y a des gens qui ne peuvent pas, et je le comprends. Parce que c'est pas simple de sortir de tout ça. Et souvent, on me dit « Andrea, vous êtes résiliente ». Mais je ne suis pas résiliente. C'est comme si la résilience était un statut. Non, il n'y a pas de statut de résilient. On est résilient tous les jours, on travaille sur sa résilience. Et on plonge et on se relève et on retombe. C'est ce que je fais dans le spectacle et dans le film d'ailleurs. On plonge, on se relève, on trébuche, on se ramasse. On dit des choses pourries et puis après on dit d'un seul coup on a la clé. Et c'est ça la vie. C'est juste ça la vie en fait. C'est plein de maladresses. Et c'est plein de choses qu'on dit et qu'on ne voudrait pas dire. Pourquoi tu m'as rien dit? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas. Comment ils vont réagir, les gens? Je sais ce que j'ai subi. Et aujourd'hui, que ça sorte. C'est très intéressant de faire de la réalisation à deux, parce que très souvent dans le film, on était good cop, bad cop. Et ça, c'est extrêmement valable parce que c'est-à-dire que s'il y avait quelque chose à un endroit où ça ne passait pas obligatoirement facilement, il y en avait un qui venait en disant « je préférais que tu fasses ça, ce serait mieux comme ça ». Si on sentait une résistance, il y avait l'autre qui arrivait derrière, qui disait « non, tu sais, je crois que c'est important, ce serait bien quand même de le faire comme ça ». Et il y avait toujours un échange
pour qu'on puisse arriver à obtenir ce qu'on voulait, mais sans être dans un conflit. Et ça passait bien. Et puis à réaliser à deux, ça vous donne la confiance, parce que tout seul, vous vous dites par moment, pas tout le temps, mais il y a des moments où vous faites « Oh là là, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon, je suis pas sûr. » On n'a pas de formation de cinéaste. On a fait ça avec nos tripes et avec notre envie, et on ne voulait pas se mettre de barrières. Et on n'avait pas de limite. Et souvent, on nous disait, c'est un peu casse-gueule votre idée, les gars. Ouais, mais on essaye. Ok, on essaye. Et c'est parti comme ça. Et c'était plutôt merveilleux. On avait envie de cette liberté. Et on s'est octroyé cette liberté. Et on s'est permis des choses qui peuvent paraître hyper maladroites et artisanales. Et justement, on voulait ça. On voulait ce côté artisanal du spectacle vivant. Il est déjà 18h05. Ok, il y a un obèse qui s'impatiente. Il n'y a pas de petite douleur, Odette. Je déconne. Puis, face à l'amour, vous vous figez. Trop gentil, en fait. Il n'y en a pas deux comme moi. Je devrais en profiter. J'avais pas raconté à l'homme que j'aime les viols que j'ai subis quand j'étais môme. Quand on aime, on est capable d'entendre ce genre de choses. Non, c'est un conte de fées, ça. Se retrouver dans le plus grand festival du monde avec un film qui parle de vous-même, oui, évidemment, c'est bouleversant. Maintenant, j'ai beaucoup travaillé sur la distance, pour me distancier de ce personnage et de cette histoire en me disant que oui, ça partait de moi, mais que j'en étais plus au même stade non plus. Il y a plein de fois, et d'ailleurs même quand je rejoue le spectacle et quand j'ai joué le film, je me remettais dans des états que je ne connais pas depuis longtemps, depuis longtemps. Et c'était hyper intéressant de me rendre compte du chemin parcouru aussi. Et du coup, faire ce film et présenter ce film, ouais, c'est évidemment transformer un peu la boue en or, et c'est assez merveilleux de se dire ça. Je suis fière évidemment de ça. Et je me dis que ouais, la vie est un cadeau quand même. Deuxième film, c'est le retour de Spike Lee, Black Klansman. Alors avant tout, un extrait du film pour vous mettre dans l'ambiance. There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here. Alors, ce retour de Spike Lee, on va demander à Sam d'abord. Toi, tu fais... Oui, c'est sympa. Le film, On l'a dit tout à l'heure pour l'autre, oui, mais c'est vrai, la journée des films sympas. Le film est ça quand va même, pas tarder d'ailleurs. Le film est quand même très agréable. Alors, comme d'habitude avec Spike Lee, c'est un peu bourrin. C'est quand même un film de propagande, enfin de bonne propagande, mais quand même avec... Alors, c'est assez irrésistible si on raconte. Voilà, je sais pas si moi, ce qui m'a plu dans le film, c'est que c'est très drôle. C'est-à-dire quand même, l'histoire, c'est une histoire quand même assez dramatique a priori, puisque c'est un policier noir qui se fait passer au téléphone pour un raciste blanc pour infiltrer le Ku Klux Klan. Voilà. Et évidemment, c'est assez difficile pour lui de l'infiltrer physiquement, donc il envoie à sa place un de ses collègues blancs, mais qui, en plus, il est juif. Ce qui, quand même, pour le Ku Klux Klan, c'est presque encore pire que d'être noir. Donc, voilà. Et donc le film est quand même à la fois très dramatique avec ça, parce qu'il y a un élément de suspense, il ne faut pas qu'il se fasse... Mais c'est traité en et c'est très drôle, parce que qu'effectivement, les scènes au téléphone où il arrive à arnaquer les gars du clan, et surtout après, quand il explique à son supérieur ce qu'il est en train de faire, il y a des dialogues vraiment savoureux. Guillemette. Bah oui, donc déjà il y a ce truc vraiment réjouissant, parce que évidemment de l'autre côté, Spike Lee ne ménage pas, de toute façon ce serait pas me bouquer, mais ne ménage pas les membres de cette cellule du clan à Colorado Springs, donc ils sont tous aussi parano, crétins, bas du front, ils bavent littéralement de haine. Enfin, franchement, c'est un régal. Mais ils font peur. Mais ils font peur. C'est-à-dire, c'est du bas du front, mais dont on sait qu'ils ont des guns partout dans leur petite maison et que ça risque de mal tourner. Donc, il leur en met plein la gueule, y compris dans l'humour. Alors oui, ça manque de finesse. Ça n'a jamais été un cinéaste très subtil. Et comme là, de toute façon, effectivement, c'est un film militant et qui dénonce des crétins, des abrutis et des ordures. Moi, je lui dis, vas-y, fonce-leur dans l'art, ça ne me pose aucun problème. Non, c'est vrai. Et en plus, ça dure 2h08, mais on sent pas le temps passer. Il y a du rythme. Il y a du rythme. C'est extrêmement efficace. C'est peut-être pas un très grand film, mais c'est très efficace. Et il y a pardon, je cite mon papier, Pierre, mais il y a un moment très beau. Il y a une scène très tragique, je ne vais pas raconter, mais où là, il y a Harry Belafonte qui fait une apparition, qui raconte un lynchage
Alors là, en revanche, on rigole plus du tout. Hein. Tout d'un coup, il y a une scène au milieu du film où vraiment on rigole plus. Et il y a surtout un moment, une idée de mise en scène de Spike Lee qui est superbe. Dans un petit meeting Black Power, il isole des visages comme ça. Il y a 3 femmes noires, 3 hommes noirs. C'est d'une beauté, là, il y a un art photographique et ces images-là, cette espèce de pulsation qui va courir après dans tout le film, ça c'est quand même très beau. Mais moi, je ne suis pas sûr que ce film ne se retrouvera pas au palmarès, parce que ça dépend du jury, bien entendu, mais ça a toutes les qualités. C'est un film grand public, qui peut faire un succès, Trump, clairement, il y a des allusions, pas très fines, mais en tout cas très présentes pro-black, pro-juif, pro-tout ce qu'on veut, etc. Donc ça peut séduire en disant c'est l'air du temps, et comme le film est plutôt bien fichu. Puis le fils de Denzel Washington est super dans le rôle principal. Et Adam Driver aussi. Adam Driver est toujours très bien. Et on n'a pas dit que ça se passait dans les années 70, la reconstitution est très très réussie. Et là c'est un festival de coupes afro, d'habits, de colpé la tarte et tout, et avec super musique. Oui, c'est aussi un hommage au cinéma Blaxploitation. Hein, c'est ça. Je suis pas du tout sûr que ça soit pas haut au palmarès parce que ça peut séduire le jury. Bon, nous verrons, et on passe. On va aller assez vite sur le film de Lars von Trier, un serial killer interprété par Matt Dillon, qui tue essentiellement des femmes. Il essaie bien de tuer quelques mecs, mais là, avec une seule balle à la fin du film. Des enfants aussi, des enfants. Et des enfants. Oui, des enfants. Ah, mais les enfants, il leur fait pire, même il les transforme en clowns à la Stephen King, à un moment donné. Oui, les embaumes. Les embaumes, voilà, c'était... Bon, essentiellement, c'est des femmes, parce que les femmes sont un peu emmerdantes, Puis un peu stupides dans le film. Un peu stupides, un peu connes, voilà. Dans le film, et je pense dans l'esprit de Lars aussi, elles sont un peu connes. Hein. Voilà. Alors comme d'habitude, il y a comme dans le précédent, il y a un personnage qui se confie à un autre, qu'on verra à la fin. Donc comme Charlotte Gainsbourg se confie à quelqu'un dans le précédent. Donc on retrouve l'éthique, on retrouve aussi les allusions à l'art, des allusions à la peinture, à l'architecture, etc. Bref, qu'en avez-vous pensé? Des allusions à la Shoah, des allusions aux nazis. Voilà. C'est sa provocation habituelle. Le propos est assez fumeux comme d'habitude. Voilà, donc c'est vrai que dès qu'on... Formellement, il y a toujours des choses intéressantes. Il y a quelques scènes avec une vraie tension, notamment c'est découpé en 5 chapitres. Le 4e m'a quand même assez scotché. Hein. C'est assez fort dans la tension qu'il y a avec l'actrice. Voilà, il se passe vraiment quelque chose. Après, le propos est tellement fumeux et tellement limite, c'est de la provocation un peu imbécile. Je sens que Guillemette va rajouter plus sévère que moi. Oui. Ah non, mais c'est odieux. Ah non, mais c'est odieux. C'est odieux et une bêtise, mais crasse. Mais crasse, c'est vraiment... Vas-y. Ah mais c'est ridicule. Le crime est un art, et on compare à tous les grands artistes, et puis l'Antiquité, et puis un petit coup de nazi pour passer, parce que finalement, pourquoi pas aussi, certaines photos des camps de concentration, ça pourrait être... Mais c'est odieux. C'est odieux. C'est odieux, c'est un scandale. C'est un scandale. Bon, le film est hors compétition. C'est hors compétition. Ah mais c'est un pur scandale. C'est hors compétition. Là, le petit provocateur, là, il faut qu'il se calme parce que c'est vraiment un scandale. C'est comme d'habitude, quoi. Enfin, pas comme d'habitude. Le problème, c'est que des fois, moi, je trouve qu'il fait des grands films. Mélancolia est à mon sens, un des plus beaux films des 10 dernières années. Et malheureusement, il retombe dans ses travers. Faudrait en discuter. Merci de votre vigueur et de votre enthousiasme dans certains cas. Voilà. Je vous donne rendez-vous demain où nous parlerons du film de Stéphane Brisé qui s'appelle En guerre avec Vincent Lindon et d'un film fantastique dont on dit déjà beaucoup de bien de David Robert Mitchell qui s'appelle Under the Silver Lake. Merci de nous avoir regardés. À demain. Cinérama.